Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au début de l'année est sorti le film de Marc Duguin, L'échange des princesses, d'après un roman de Chantal Thomas. Et Chantal Thomas, justement, est votre invitée cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons, grâce au livre et au film, plonger dans l'univers de la Régence. Je vais vous le raconter à grands traits, cet échange de princesses entre la cour de France et la cour d'Espagne, sur le petit fleuve frontalier de la Bidassoa. Et puis avec l'auteur, nous reviendrons sur l'époque du pacte de famille, sur les mœurs un peu exotiques de cette période. Et pour finir l'émission, nous ferons un petit retour aux origines. Aux origines du baiser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur les origines du baiser? Je veux tout savoir. Bon, il me reste 1 heure pour y réfléchir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Entendu notre récente émission sur la guerre de succession d'Espagne se rappelle que ce conflit européen a largement assombri la fin du règne de Louis XIV, mais que, du fait même de l'acceptation par Louis XIV du testament de Charles II, les Bourbons règnent maintenant à la fois à Versailles et à Madrid. On aurait pu penser que cette situation serait très favorable, qu'elle allait mettre un terme au conflit à répétition entre la France et l'Espagne, mais il est clair, après la mort de Louis XIV, que les fameuses Pyrénées qui étaient censées avoir disparu, c'est ce qu'avait dit en tout cas l'ambassadeur en s'inclinant devant le roi de France, les Pyrénées sont toujours là, incontestablement. Sous la régence de Philippe d'Orléans, qui ouvre le règne du tout jeune Louis XV, les tensions sont très vives avec le roi d'Espagne qui est donc le cousin de Louis XV, le roi Philippe V. Ce qui paraît, alors cousin, il y a une génération d'écart, vous savez, puisque Philippe V est le 2e petit-fils de Louis XIV, alors que Louis XV est l'arrière-petit-fils. Il est le fils du premier des petits-fils de Louis XIV, qui s'appelait le duc de Bourgogne. Alors, ce qui paraissait impensable quelques années plus tôt finit par arriver. Une guerre éclate entre les deux royaumes au début de 1719. C'est une guerre qui va pas durer longtemps, mais qui marque les esprits. Le conflit s'achève en 1720 avec une réconciliation entre les deux branches des Bourbons et avec une alliance. C'est comme ça généralement qu'on conclut les réconciliations. On fait un beau mariage. Quoi de mieux qu'un mariage, me direz-vous, pour resserrer des liens? Et tant qu'à faire, pourquoi pas 2 mariages. En 1721, Louis XV a 11 ans, tandis que son cousin Don Louis, prince des Asturies, le fils aîné donc de Philippe V, approche des 14 ans. Autrement dit, il est tout à fait possible de penser à leur mariage respectif, et pour chacun, une princesse va être trouvée de l'autre côté des Pyrénées. Alors, pour le prince des Asturies, on arrête le choix de la cour sur une fille du régent, Louise-Élisabeth d'Orléans, qu'on appelle mademoiselle de Montpensier. Elle a 11 ans. Il faut l'imaginer avec une chevelure foncée, des yeux sombres, un teint très clair. Elle est assez belle physiquement. Elle promet, cette mademoiselle de Montpensier. Côté caractère, en revanche, le portrait que nous brosse sa grand-mère, la célèbre princesse palatine, laisse songeur. Je cite la palatine: « C'est bien l'enfant la plus désagréable qu'on puisse voir. Dans sa façon de manger, de boire, de parler, elle vous impatiente bien. » Pour ce qui est de la future épouse de Louis XV, la candidate est l'infante Marianne Victoire, fille de Philippe V, qui pour l'instant, elle, n'a que 3 ans. Il va donc falloir attendre de longues années pour contracter l'union. Il n'empêche, la princesse devra aller passer le reste de son enfance en France pour s'acclimater déjà à la cour versaillaise. Pour que tout cela ait lieu, il faut l'assentiment du jeune roi. Étape nécessaire mais pas évidente. Le jeune roi, qui a perdu ses parents très jeunes, est un enfant craintif, il a du mal à gérer ses émotions, il a du mal à faire confiance à quelqu'un. Dites-vous que cet enfant-là n'avait que 2 ans quand sont morts successivement, et dans un laps de temps très court, son père, sa mère et son frère aîné. Au passage, il a été profondément maltraité, si je puis dire, par le destin, cet enfant-là. Quand le régent lui annonce le projet de mariage, on ne peut pas dire que son adhésion aille de soi. Je cite Jean-Christian Petit-Fils: « L'enfant se mit à rougir, de grosses larmes coulèrent le long de son visage, mais il demeura silencieux. D'évidence, il souffrait qu'on lui imposât une décision aussi grave, touchant sa propre destinée, sans le consulter. »
Il faut tout l'entre-gens du précepteur de ce tout jeune roi, Monseigneur de Fleury, pour obtenir un accord. Mais ce sera, quoi qu'il en soit, un accord sans enthousiasme. Peu importe, le nouveau rapprochement avec l'Espagne est décidé. Les deux royaumes semblent avoir trouvé leur future reine. Mademoiselle de Montpensier sera reine d'Espagne et la petite infante sera reine de France. Et chacune de son côté, elles se mettent en route vers la frontière franco-espagnole. Vous imaginez leur émotion, bien entendu. La rencontre, leur brève rencontre, celle qui fait l'affiche du film, doit avoir lieu le 9 janvier 1722 sur l'île des Faisans, sur la Bidassoa, qui avait en d'autres temps vu d'autres accords, n'est-ce pas? On avait déjà, vous savez, en 1660, c'est là que Louis XIV avait entreaperçu pour la première fois celle qui allait devenir son épouse à Saint-Jean-de-Luz, Marie-Thérèse d'Autriche. La Bidassoa, c'est le petit fleuve frontalier qui passe juste au sud d'Hendaye. Alors cette fois, la situation est différente puisqu'il s'agit d'un véritable échange. En cette journée hivernale, chaque princesse quitte la rive de son pays pour rejoindre cette petite île des Faisans. Il y a un bâtiment au centre duquel se trouve une belle pièce où l'on a mis des tentures, etc. Et bientôt, les deux délégations se font face à l'emplacement symbolique de la frontière. Je passe la parole à Chantal Thomas. L'infante s'approche donc affable de Mademoiselle de Montpensier, laquelle s'efforce de faire bonne contenance. Elles ont atteint la ligne de partage. Elles s'étreignent, se donnent des marques de tendresse. Elles vont traverser la ligne, se retrouver l'une en Espagne, l'autre en France, coupées de leurs origines, séparées de leurs servantes et dames d'accompagnement, coupées de tout ce qui pourrait les rattacher à leurs parents. Sur l'autre rive, une nouvelle vie les attend. La minuscule infante qui maintenant est passée sous la houlette, sous la coupe de Madame de Ventadour, ancienne gouvernante de Louis XV, celle qui avait sauvé le petit Louis XV malade. La petite infante prend la direction de Paris et de ville en village. On essaie d'attiser sa curiosité. Il y a les badauds qui sont là, qui tentent d'apercevoir cette petite fille blonde qui un jour devrait devenir leur reine. Enfin, arrivée à Bourg-la-Reine, on n'est plus très loin de Paris, Marianne Victoire va faire la connaissance de son futur mari. Elle n'a pas tout à fait 4 ans, la pauvre chérie, vous imaginez, alors que Louis XV, lui, est déjà presque un adolescent. Il lui offre, vous savez ce qu'il lui offre comme cadeau de bienvenue? Une poupée. Une poupée. Il est très embarrassé en sa présence, ça n'échappe pas aux témoins. Et après cette entrevue, dont tout un chacun aura pu constater combien elle pouvait être gênante, l'infante est emmenée au Louvre, au rythme des hurrahs de la foule. C'est là qu'elle va être élevée pour être préparée à son rôle futur. Et pendant ce temps, en Espagne, tout va beaucoup plus vite pour Louise-Élisabeth. L'adolescente épouse véritablement Don Luis dès la fin de janvier 1722, et à cette occasion, elle doit accepter d'être symboliquement placée en public dans le même lit que son nouveau mari, même si en fait l'union n'est pas alors consommée, en raison de son jeune âge. La voilà néanmoins princesse des Asturies, et autant le dire tout de suite, elle n'en a pas fini de marquer l'austère cour d'Espagne avec des frasques toutes françaises. Bach sur Europe 1, interprété ici par Renaud Capuçon. Alors nous suivons, grâce à vous, Franck Ferrand, cet après-midi, le destin parallèle de 2 princesses. La petite infante d'Espagne, Marianne Victoire, envoyée à l'âge de 3 ans en France, où elle doit un jour épouser Louis XV, et Louise-Élisabeth d'Orléans, qui part se marier avec l'héritier du trône madrilène Louis, prince des Asturies. On va vivre ça dans un instant. Elles doivent toutes les deux affermir la paix entre les 2 royaumes. Mais je me pose quand même une question avant de découvrir la suite de ces 2 mariages. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un double mariage comme celui-ci? Alors non, il y a même eu un échange de princesses assez comparable entre les mêmes 2 monarchies, également sur ce petit fleuve de la Bidassoa, un petit peu plus d'un siècle plus tôt, au cours de la régence de Marie de Médicis, puisqu'à ce moment-là, en 1615 donc, le jeune Louis XIII se marie avec Anne d'Autriche et le futur roi d'Espagne, Philippe IV, épouse Élisabeth de France. Ces 2 mariages royaux, malgré des difficultés, vont être des mariages durables. Quand je dis des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout côté français. Mais enfin, du côté espagnol, c'était pas non plus formidable. On va voir que pour nos 2 princesses du XVIIIe siècle, la situation est nettement plus complexe. Il faut dire qu'après son mariage, la toute nouvelle princesse des Asturies
a un comportement, comment dire, alors dites. surprenant. Bon. Alors qu'elle se remet d'une maladie contractée à son arrivée en Espagne, la voilà qui refuse toute go de participer à un bal de cour, un bal tout à fait important où sa présence est plus que souhaitée. Ses beaux-parents ont beau insister. Les beaux-parents, ce sont des, pour ce qui est du roi, c'est un parent direct. Hein, c'est Philippe V, qui donc est lui de la famille de France, et puis Élisabeth Farnèse. Ils font assaut de gentillesse. Ils proposent même de reporter l'événement, mais Louise-Élisabeth s'obstine, et ça n'est que le premier d'une longue série de caprices. En fait, c'est toute l'attitude de la princesse qui laisse à désirer. Saint-Simon se trouve être à l'époque, alors ça c'est d'habitude nous citons très souvent à ce micro le célèbre duc de Saint-Simon qui est le grand mémorialiste de l'époque, mais il se trouve que là pour une fois il n'est pas seulement commentateur, il est acteur de l'affaire puisque il est ambassadeur extraordinaire de France en Espagne. Et il écrit, je cite: elle ne voulait plus écouter sur rien les médecins sur sa santé, ni ces dames sur sa conduite, et répondait même à la reine fort sèchement lorsqu'elle essayait de la ramener par les insinuations pourtant les plus douces. La reine même m'en parla et m'ordonna de la voir. Je pris la liberté de lui dire qu'il y avait aussi trop de bonté et de ménagement, que sa majesté gâtait la princesse, qu'il fallait la ployer sans retardement à ses devoirs. Finalement, le bal va avoir lieu, mais il aura lieu sans Louise-Élisabeth, qui ne se soucie ni de bienséance ni de questions diplomatiques. Elle a quand même que 12 ans en même temps. Oui. Et elle a un caractère bien trempé. La cour d'Espagne avec son chapelet de règles, de contraintes, fait que c'est la grande étiquette Habsbourg. Là, ça ne plaisante pas. C'est certain que ça n'a pas grand-chose à voir avec les habitudes qu'avait eu l'enfant dans la régence de Philippe. Hein. Plus les jours passent, plus les bruits courent sur cette nouvelle princesse des Asturies. On commente son ton désagréable, ses négligences, sa mauvaise tenue à table, voire son impudeur. Il arrive même qu'elle laisse voir ses jambes. Oh mon Dieu. Mais vous imaginez ça. Certains évoquent aussi une proximité plus qu'ambiguë avec des dames de son entourage. Elle a tendance à avoir la caresse un peu lourde de notre petite princesse. Saint-Simon, encore lui, raconte une audience sidérante auprès de la princesse au moment où il prend congé avant de rentrer en France. Il faut imaginer Saint-Simon, hein, il est là, il est arrivé avec tous ses plus beaux atours. Il s'adresse plusieurs fois à la princesse qui ne répond pas. Elle ne dit pas un mot. Et ça n'est qu'un début. Je passe la parole au petit duc. Elle me regarda et me lâcha un rot à faire retentir la chambre. Ma surprise fut telle que je demeurai confondu. Un second partit aussi bruyant que le premier. J'en perdis contenance et tout moyen de m'empêcher de rire, et jetant les yeux à droite et à gauche, je les vis tous leurs mains sur leur bouche. Enfin, un troisième, plus fort encore que les deux premiers, mit tous les assistants en désarroi, et moi en fuite avec tout ce qui m'accompagnait, avec des éclats de rire d'autant plus grands qu'ils forcèrent les barrières que chacun avait tâché d'y mettre. Toute la gravité espagnole fut déconcertée, tout fut dérangé, sans que la princesse perdît son sérieux. Ah, vous imaginez, ça fait... Quel rebelle. Oh là là. Alors, ça fait pas très bon genre, non, quand même, tout sûr. ça, disons-le. Louise-Élisabeth est appelée à un rôle éminent. Elle doit devenir reine d'Espagne, et plus vite qu'on ne le pense. En effet, au début de 1724, le roi Philippe V annonce son abdication. C'est un roi qui a toujours été très compliqué, il est vite épuisé, il est neurasthénique, Philippe, et désormais il veut se consacrer à son salut. Donc c'est son fils aîné qui devient le roi Louis Ier, et Louise-Élisabeth est reine d'Espagne maintenant. Alors une reine qui rote, vous imaginez. Ouais. Alors revenons de l'autre côté de la frontière, là-bas à Paris, à l'infante Marianne Victoire, que nous avons laissée donc dans son Louvre. Elle a 6 ans maintenant, et contrairement à Louise-Élisabeth, elle séduit son entourage, elle par son très bon petit caractère. Il semble qu'elle se soit bien adaptée à la France, même si Louis XV, qui est devenu un magnifique adolescent de 14 ans et qui était pris de chasse, n'est vraiment pas passionné par cet enfant qu'on lui a désigné comme future épouse. Hein. Ce que la petite princesse ignore, c'est que les évolutions politiques à la tête du royaume font naître en vérité contre elle une véritable menace. En effet, Philippe d'Orléans, qui était régent, qui devient Premier ministre et qui est à l'origine du mariage, est mort
mort maintenant. Louis XV choisit pour lui succéder un autre de ses cousins, le prince de Condé, qu'on appelle Monsieur le Duc à la cour. Or, l'une des priorités de Monsieur le Duc, et de sa maîtresse au passage, c'est que le roi ait le plus vite possible une descendance. Autrement dit, il envisage sérieusement de renvoyer chez elle la petite infante pour lui préférer une femme qui serait en âge de se marier. Alors ça, ce serait une humiliation terrible pour l'Espagne, avec des conséquences diplomatiques que je vous laisse imaginer. Mais un nouvel événement vient changer la donne. En août 24, Louis Ier, qui est donc sur le trône depuis quelques mois à peine, sent son corps l'abandonner alors qu'il est en train d'assister à la messe. En fait, il tombe brutalement malade. Il est atteint de petite vérole, maladie foudroyante, et pour sa femme Louise-Élisabeth, c'est l'occasion de révéler un nouveau visage. Je cite Jean-François Labourdette. Pendant cette maladie, la reine montra toutes les qualités de cœur et de dignité que cachaient ses frasques, somme toute assez anodines. Elle resta constamment au chevet de son époux, sans crainte de la contagion. De son côté, le jeune roi fit preuve d'une remarquable résignation et d'une grande piété en confiant son âme à Dieu. Il n'y a rien à faire. Le roi meurt au bout de quelques jours seulement, le 31 août 1724. Il venait d'avoir 17 ans. Quant à la jeune reine, à la veuve, elle n'a que 14 ans. Là, ça complique considérablement la situation pour Monsieur le Duc à Versailles. Un éventuel renvoi de la petite infante, vous imaginez, c'est compliqué. On n'abandonne pas tout à fait l'idée pour autant. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors nous sommes au cœur de l'histoire de l'échange des princesses. Une princesse espagnole devient française, une princesse française devient espagnole. Que va-t-il se passer maintenant, Franck, après la mort du roi Louis Ier ? Eh bien, son père, le roi Philippe V, est bien obligé de sortir de sa pieuse retraite. Qu'est-ce que vous voulez ? Son fils est mort, il reprend les rênes du pouvoir. Et dans les mois qui suivent, l'une des affaires qui le préoccupe sans doute le plus, c'est cette rumeur qui se fait insistante d'un prochain renvoi de sa fille à la cour de France. De la cour de France, devrais-je dire, de renvoi à la cour d'Espagne. Il semble que l'idée de marier Louis XV à une princesse nettement plus âgée soit parvenue aux oreilles du roi Philippe V. Les Espagnols n'ont pas tort d'avoir des craintes. Monsieur le Duc pense de plus en plus à marier donc le roi. Surtout au début de l'année 1725, il y a une maladie de Louis XV, petite maladie, enfin brève mais grave, et qui fait craindre pour sa santé. Et ça a été l'alarme, si vous voulez. Monsieur le Duc et sa maîtresse ont eu tellement peur que le roi ne meure que là ils se disent qu'il faut vraiment agir et agir vite. Et donc pas question de laisser le roi mourir sans héritier direct. Problème, la candidate doit remplir toutes sortes de critères. Il faut avoir le bon âge, il faut être catholique ou susceptible en tout cas de se convertir au catholicisme, être d'une très grande famille, réputée féconde, ne pas être française si possible. Monsieur le Duc doit se rendre à l'évidence, aucune grande princesse en Europe ne semble correspondre au portrait robot et si l'on peut dire, on va se rabattre sur un deuxième choix, celle qui va devenir la reine de France véritablement, la fille d'un roi de Pologne déchu qui se trouve à l'époque en exil à Wissembourg, c'est Marie Legzinska. Le 31 mars 1725, on consulte le jeune roi qui accepte et dès lors, il faut se résoudre à se défaire de la charmante petite infante. Elle n'a que 7 ans. Oui, le temps passe pas vite quand même. Elle n'a que 7 ans à l'époque. Elle a passé la plus grande partie de sa courte vie en France. Or, évidemment, il faut annoncer la nouvelle au roi d'Espagne, bien sûr. Ni lui ni sa femme ne vivent très bien la chose. Philippe V s'énerve, il s'insurge, il crie à la traîtrise. Il regrette sans doute que son royaume ne soit pas en état d'entrer dans une nouvelle guerre contre la France. L'affaire est sans doute d'autant plus ressentie comme une insulte que l'infante d'Espagne se voit préférée. Mais alors, j'allais dire n'importe qui, c'est pas très gentil pour la future bonne reine Marie, mais enfin, une princesse polonaise et encore de médiocre naissance. Il y a à ce moment-là, soufflant sur l'Espagne, un véritable vent anti-français, des représentations de Louis XV, des statues, des portraits, etc., sont bousculés, incendiés. Il est décidé que Louise-Élisabeth, qui a tant fait cancaner la cour d'Espagne, sera renvoyée fissa en France, tout comme sa sœur, à qui on voulait faire épouser un prince espagnol. Louise-Élisabeth a beau avoir été reine, son royaume d'adoption lui ferme ses portes. Ainsi,
L'échange des princesses l'échange de 1722 s'achève à peine 3 ans plus tard par un double échec. Les relations entre la France et l'Espagne sont au plus bas et les deux jeunes filles, qui d'une certaine manière sont l'une et l'autre à peine sorties de l'enfance, vont devoir repasser la frontière, mais alors cette fois dans l'autre sens. Je laisse la conclusion à Jean-Christian Petit-Fils. Le 5 avril 1725, Marianne Victoire quitta Versailles avec ses robes, ses poupées et une profusion de jolis cadeaux. On n'avait pas osé lui reprendre les bijoux donnés par le roi. On lui fit croire qu'elle allait rendre visite à ses parents en voyage à la frontière espagnole. Beaucoup de personnes versèrent des larmes en voyant s'éloigner son carrosse. Elle était si charmante dans sa grâce ingénue, avec ses adorables naïvetés et ses dépits enfantins. Louis XV s'était rendu à Marly afin de s'épargner un hypocrite au revoir. La pauvrette, apprendra son malheur en traversant la Bidassoa. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour Franck. C'est une histoire bien triste, surtout du point de vue de la pauvre petite infante qui croyait devenir un jour reine de France et qui du fait ne le sera jamais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le courage de lui annoncer la vérité au moment de son départ ? Mais elle était reine de France, en réalité. Oui. Elle l'était. On disait l'infante reine. Donc c'est d'autant plus cruel. Il y avait eu, on va dire, un mariage sur le papier, mais qui n'avait pas été du tout célébré quand même. Non. Oui. Il était célébré symboliquement. Mais... Diplomatiquement, on peut exactement. dire. Mais il fallait attendre l'âge de ses 12 ans pour qu'elle soit vraiment... Or là, elle n'en avait que 7 quand elle arrive en Espagne, quand elle rentre en Espagne. Elle en a 7. Oui, c'est ça, c'est terrible. Oui. Et alors l'autre, notre princesse difficile, la princesse française, elle rentre elle aussi de son côté. Quelle est son attitude au moment du retour ? Bon, je pense que de toute façon, elle était... Bon, elle a traversé des choses horribles. C'est vrai qu'elle était difficile. C'est vrai aussi que être précipitée comme ça dans une cour extrêmement sombre, religieuse, répressive, pour peu qu'on ait un peu un tempérament vif et rebelle, c'est intolérable. Oui, c'est-à-dire que la cour d'Espagne ne plaisantait pas. Non. Pourtant, c'était un roi français, si l'on peut dire, qui régnait, mais il avait accepté tout le grand protocole, ce qu'on appelle l'étiquette Habsbourg, en fait. Et aussi, il était, en fait, il vivait sur deux registres, la religion et la musique, et aussi le sexe. Mais la religion, la musique, c'était vraiment ça qui l'empêchait de devenir fou et qui le rendait fou. Et donc, pour une très jeune fille, puisqu'elle a 12 ans, comme vous disiez, c'est insupportable, quoi. Mais donc, quand elle repasse la frontière, vous savez, il y a très peu de témoignages. Hein. Il n'y a pas de correspondance. Oui, là, c'est autant. Elle était quasiment analphabète. C'est des choses aussi qu'on ne se rend pas compte. J'ai lu à Madrid des petits mots écrits par elle à son roi. C'est à pleurer. Elle peut à peine écrire. Elles se croisent lorsqu'elles repartent chacune dans son royaume d'origine ? Dans ma tête, oui. Vous les faites se croiser, en tout cas. Peut-être, elles se croisent effectivement. Poétiquement, oui, en tous les cas. Oui, ça c'est incontestable. Sur le plan de l'histoire, elles se croisent. Nous allons dans un instant revenir sur toute cette histoire et puis sur ce que ça nous révèle de ces deux cours, de cette époque relativement méconnue, puisque coincée, si l'on peut dire, entre les deux grands règnes de Louis XIV et de Louis XV.
un extrait de la bande originale du film L'échange des princesses. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Karine nous dit quel enchantement que ce film. L'interprétation est magnifique. Mention particulière au jeune roi Louis XV. Les décors, les costumes sont superbes. L'adaptation est très réussie. J'ai adoré le livre et tout autant le film, c'est un régal. Et bien justement, l'auteur du livre est votre invité cet après-midi, Franck Ferrand. C'est Chantal Thomas, les romancières, essayistes. Et aujourd'hui, nous revenons bien sûr sur cet épisode de l'histoire de France, cet échange des princesses en 1722. Vous êtes une romancière comblée, si je puis dire, Chantal Thomas. À chaque fois que vous écrivez, ça devient un grand film, en fait. C'est merveilleux. Déjà, en effet, Les Adieux à la Reine, le film de Benoît Jacot m'avait ravi. Et maintenant, j'éprouve ce même sentiment que c'est à la fois exactement l'esprit du livre et une œuvre, une création à part qui en est surgie et qui est à la fois fidèle et autonome. Et ça, c'est merveilleux. Autonome parce que le point de vue n'est pas tout à fait le même, en fait. Là, c'est le regard du roi Louis XV, si on peut dire. Je crois que c'est en voyant le film que j'ai mieux compris comment ça s'est vraiment passé pour l'un et l'autre. Je suis allée très loin dans l'imaginaire de la petite infante et j'ai vraiment réhabité cette histoire du point de vue d'une petite fille, je crois, dans cette part de mon enfance. Et je crois que et je suis sûre même, quand Marc Duguin a lu l'histoire, tout en étant aussi près, il s'est senti entièrement du côté de la solitude, de l'enfance et de d'une certaine mélancolie du jeune Louis XV. Et je pense que c'est ça qui rend le film et le livre si complémentaires, on pourrait dire. C'est très intéressant. C'est passionnant. C'est la même histoire. Ça nous a révélé quelque chose. Ah oui, ça c'est formidable, vu avec deux points de vue, c'est formidable. Vous étiez allé en Espagne, vous, pour écrire le livre. Ah oui, j'ai vraiment travaillé, un peu comme on travaille pour un film d'ailleurs. J'ai vraiment travaillé sur les lieux même, et en allant dans tous les châteaux où Philippe V et sa famille et donc la petite infante allaient. Et bien sûr, j'ai aussi passé du temps au Prado, dans cette salle magnifique où il y a les portraits de tout le monde. Extraordinaire, oui. N'est-ce pas ? Ah oui, ça c'est merveilleux. C'est dans les plus belles choses qui soient. Ah oui. Et il y a tous les portraits, sauf celui de Louise-Élisabeth, la princesse rebelle. Qu'on a gentiment décroché, ou plutôt pas accroché. C'est trop beau, non ? C'est trop beau. Ça ne s'invente pas, comme on dit. Donc j'ai cherché, où est-il ? On m'a dit oui, il existe, il y en a, et j'ai vu des reproductions, mais il n'est pas montré. Non. Ça continue. Elle n'a pas laissé un bon souvenir. Et puis alors, au-delà de son caractère et de la personnalité difficile qui avait un petit peu rebuté les Espagnols, il faut bien le dire, il y a l'échec total de cette opération diplomatique qui a été, qu'on le veuille ou non, une humiliation pour l'Espagne, qui n'avait pas besoin de ça d'ailleurs, après tout ce qui venait de se passer depuis déjà une trentaine d'années. Oui. C'est une période difficile pour l'Espagne, bien sûr. C'est aussi pourquoi moi je suis d'autant plus ravie que ce film suscite tant de sympathie et de désir. C'est qu'il donne vraiment voix et image à un phénomène historique, un épisode historique extrêmement mince. Alors ça, pour tout vous dire... Et ça, c'est le bonheur, c'est un bonheur, parce que ça fait exister des personnages qui vraiment avaient aucune chance de traverser le temps. Je vais vous faire un aveu, Chantal Thomas. J'avais lu, quand j'étais adolescent, un court article de Gosselin Le Nôtre sur cette petite princesse, justement, et je m'étais dit, ça ferait un livre formidable. Vous l'avez écrit, le livre, tant mieux. Maintenant, c'est même un film, vous voyez. C'est vrai que c'est une belle histoire. Comment est-ce que c'est né, l'idée d'écrire sur ce sujet ? Moi, j'ai adoré écrire ça, et d'ailleurs, je n'avais pas envie d'arrêter, à vrai dire. Et c'est né d'une manière très drôle. C'est né d'abord comme un ballet qui s'appelait Les Noces de l'Enfant Roi, pour les fêtes de Versailles. Et c'est un ballet dont j'ai écrit le texte pour Alfredo Arias. Et c'était sur la musique... Grand metteur en scène et chorégraphe. Merveilleux, argentin. Et c'était sur la musique d'Erita Mitsuko. Ah oui, et un autre registre. La première version de l'échange des princesses, c'est une version chorégraphique. Et la petite fille, elle est d'abord apparue incarnée et dansée par une très fine argentine. Vous vous êtes fait quasiment une spécialité des histoires de notre belle cour, si je puis dire. Ah, ça me déchaîne. Ça déchaîne à la fois mon goût de l'érudition et mon imaginaire. Et me promener à l'intérieur de ce monde, oui, ça m'enchante. Alors c'est un monde que le film nous montre en quelque sorte à l'épure,
vous entrez davantage, vous, dans la masse du monde. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de reconstituer des cours aussi nombreuses, aussi riches, aussi invraisemblablement luxueuses qu'elles pouvaient l'être à l'époque, bien sûr. Mais oui, et je trouve que finalement, les restrictions objectives, matérielles, financières, ont servi la vision de Marc Duguin. Et une des forces de ce film, c'est qu'il est intimiste et qu'on se détache jamais, et c'est grandissant au fur et à mesure que le film se déploie, on se détache jamais du registre incroyablement ténu, subtil et changeant des visages des enfants. Eh oui. Et il y a un moment où tout se joue entre leurs yeux, presque. C'est bien un film de l'enfance. Et Absolument. c'est un film de la manipulation des enfants par les mondes adultes. Oui. C'est tout simplement le sujet du livre lui-même, d'ailleurs. Oui, exactement. Et je trouve que la beauté, la force et le tragique aussi de cette histoire, c'est à quel point ces enfants, à l'exception de la fille du régent, adhèrent autant qu'ils peuvent à ce destin. Et à l'intérieur de ce... Ils essaient de se couler dans le moule qu'on a fait pour eux. Voilà. Et à l'intérieur de ce mariage arrangé, quelque chose qui m'a vraiment chaviré et que j'ai lu quand je suis allée lire la correspondance de Madame de Ventadour avec la famille royale et d'autres correspondances, le jeune roi avec Philippe V aux archives à Madrid, c'est les petites notes sur comment la petite infante aime le roi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très émouvant et auquel on pense assez peu, combien les enfants ont des amours. Et des amours sérieux. Déjà des sentiments très sérieux, absolument, bien sûr. Ah oui. Absolument. Et j'y pensais en lisant les mémoires de Nabokov où il parle d'un amour d'enfant sur une plage avec une petite fille. C'est des histoires entières. Et des histoires qui souvent passaient un peu à la trappe de la grande histoire, si je puis dire, parce que pour les mémorialistes, pour les chroniqueurs du temps, pour les historiens, sont des sujets secondaires. Généralement, le sujet dont vous avez fait un grand livre et dont Marc Duguin vient de faire un film, ce sujet est traité, disons-le, en 5 lignes dans les ouvrages. Même d'histoire. le petit texte, l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, on disait la pauvrette. La pauvrette, voyez, oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai même ma langue à fourcher, vous avez remarqué, parce que j'ai trouvé que c'était embêtant comme Exactement, formule. vous n'aviez pas envie de le dire. Non, c'est ça, exactement. Et comme quoi, de temps en temps, les lapsus ont du bon, que voulez-vous. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'échange des princesses cet après-midi. Cet épisode historique de 1722. Catherine nous dit c'est un film magnifique, des décors remarquables, des acteurs excellents. J'ai adoré, j'ai hâte d'écouter cette émission. Et bien voilà, vous êtes très nombreux à avoir beaucoup aimé ce film de Marc Duguin. Et d'ailleurs... Lisez le livre aussi. Voilà, le livre... Je ne dis pas ça seulement parce que Chantal Thomas est avec nous. Non, mais le livre a été réédité aux éditions du Seuil à l'occasion de la sortie du film. Donc c'est vraiment l'occasion de le relire. Et Chantal Thomas est votre invitée, Franck. Alors, il faut que nous parlions un peu des personnages. Et évidemment, ça n'est pas seulement pour faire plaisir à Marc Duguin. Le personnage pivot de cette histoire, si je puis dire, c'est le jeune roi Louis XV, qui est un peu plus âgé que son épouse, un peu moins que la cousine qu'il envoie au roi d'Espagne. Qui est-il, ce petit roi Louis XV ? Alors, en effet, il est marqué par la mort. Et il a perdu en très peu de temps, presque quelques jours. À une époque, il n'avait même pas encore l'âge de 2 ans. Hein, oui, à l'âge de 2 ans. Et il a 2 pôles dans son existence. Donc c'est Madame de Ventadour. Maman Ventadour, qui est sa maman de substitution, sa gouvernante qui était une très grande dame de la cour, très belle. Il y a d'ailleurs un tableau où elle est représentée non loin de Louis XIV avec les enfants. Le tableau de l'Argilière, célèbre. Voilà, très. Et le maréchal de Villeroy, son gouverneur. Il y avait d'ailleurs une liaison entre... Qui est un petit peu un père de substitution aussi, d'une certaine manière. Oui, mais il y avait une liaison amoureuse entre Madame de Ventadour et Villeroy, et ça, je trouve ça beau aussi. Symboliquement, il reproduisait une famille, au fond. Ça, finalement, c'était un petit peu une famille. Alors, il faut dire que Madame de Ventadour était une créature de Madame de Maintenon, le maréchal de Villeroy aussi, d'une certaine manière. Lui était complètement ce qu'on appelle un fat, le maréchal de Villeroy. Hein. C'était un personnage qui était très vaniteux. Et très coquet, très séducteur, mais il représentait, ça c'est quelque chose de très, très intéressant, parce que cette histoire elle se joue sur 2 cours, la nouvelle cour de Philippe d'Orléans, le régent, et l'ancienne cour de Louis XIV. Et en réalité, c'est ça qui me passionne dans Versailles et dans ces histoires d'Ancien Régime, c'est la stratégie, les différents niveaux de stratégie et de tension.
Et là, le régent veut Paris et l'ancienne cour veut Versailles. Et le retour à Versailles, c'est d'une certaine façon une concession à l'ancienne cour. Le régent Philippe d'Orléans, qui est un parent de Louis XV, bien sûr, qui est son cousin deuxième degré, et qui est un petit peu, comment pourrait-on dire, c'est un peu celui qui veille sur son éducation, etc. C'est sa figure de référence. Le régent est plutôt bon avec le petit garçon. Il essaie de se montrer le plus doux, le plus intéressant et intelligent possible, et il ne veut pas l'affecter lorsqu'il le marie à cette petite infante d'Espagne. Et pourtant, on voit ces deux grosses larmes couler sur les joues du roi. Ça, c'est... Je pense que c'est aussi un livre et un film sur les deux espaces, l'espace des adultes et l'espace des enfants. Et c'est en ça qu'il y a pour moi une très profonde modernité dans cette histoire. Combien les adultes, même quand ils ne sont pas mus par des motifs politiques aussi obscurs et tortueux, au fond, sont incapables, presque toujours incapables, d'imaginer les vraies résonances dans l'âme des enfants. C'est assez terrible, ça d'ailleurs. C'est terrible, mais c'est à l'intérieur de cette cruauté qu'on se forme et qu'on découvre aussi le plaisir de vivre. Et alors, quand il voit arriver, lui qui commence à être un tout petit jeune homme, enfin quand même, quand il voit arriver cet enfant qui est un bébé, quoi, disons les choses, il lui offre une poupée, c'est terrible. Peut-être il aurait pu l'aimer, cette petite fille, mais d'abord il y a le regard de ses petits amis qui sont un petit peu ironiques. Mais oui. Et puis il y a qu'ils partagent la même gouvernante et que Madame de Ventadour, dès qu'elle a vu l'infante à l'abbaye d'Assea, sur l'île des Faisans, elle est tombée dingue d'elle. Mais ça c'est dramatique, c'est une très grave erreur, non, du point de vue du régent, d'avoir donné la même gouvernante à... Ça aurait pu ne pas, parce qu'elle Madame, il savait pas du tout que Marianne Victoire était assez irrésistible. Et ça aurait pu être des rapports assez froids et conventionnels, comme c'était presque toujours le cas. Alors Marianne Victoire, elle porte le prénom de sa grand-mère, puisque la mère du roi Philippe V s'appelait Marianne Victoire de Bavière. Donc il l'avait nommée sa fille comme sa mère. C'est l'autre roi, si je puis dire. Alors lui, c'est un roi adulte. Comment vit-il le fait de devoir se séparer de son tout jeune, de sa toute jeune fille? C'est un roi adulte, c'est un roi passionnant. Et il faut dire, Lambert Wilson est extraordinaire. Oui. Il incarne complètement cette folie mystique. Alors, il vit ce mariage de la petite fille comme une victoire politique et aussi, plus secrètement, comme la chance pour elle, c'est une phrase que j'ai lue dans les journaux d'époque, je crois, la chance pour elle de vivre une enfance à Versailles. Et c'est comme si elle reprenait le fil de ce qui pour lui avait été horrible et qui avait été rompu, qui était sa jeunesse à Versailles. Et il est un roi, comme le sera Louis XVI d'ailleurs, un roi contre son gré. C'est aussi un cas de figure que je trouve intéressant à un moment où on vit, nous, des gens qui veulent passionnément le pouvoir. Tous ces gens qui sont sur le trône alors qu'ils auraient préféré faire autre chose, de la musique ou chasser. On ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on évoque l'arrivée de la petite infante Marianne Victoire en France, on ne peut pas s'empêcher de songer à l'arrivée d'une autre petite princesse, c'est-à-dire Mary Stuart, bien entendu, qui avait complètement emballé la cour de France, elle aussi, parce qu'elle était arrivée à peu près au même âge et que ce sont des petits-enfants qui arrivent et auxquels tous les espoirs sont permis, puisqu'elle devait l'une comme l'autre devenir reine de France. Mary Stuart l'est devenue, même si elle n'est pas restée longtemps. Oui, ou alors on peut penser la mère de Louis XV, la duchesse de Bourgogne. Oui, aussi, oui. Qui était un petit peu moins petite quand même, qui était déjà une jeune fille. Voilà, mais tout le monde elle avait 12 ans, je crois. Oui. Voilà, oui. Donc c'est une grande. Oui. Mais tout le monde en est fou. Louis XIV en premier. Il y a cette chose merveilleuse où elle est dans un carrosse et elle danse sur les fauteuils. Et dans la nuit, elle sort pour fouler l'herbe un peu mouillée. C'est extraordinaire. C'est des scènes extraordinairement poétiques. Mais on peut aussi penser Marie-Antoinette, qui arrive à 14 ans et demi et qui, sur son passage entre Strasbourg et Paris, suscite un délire.
Alors généralement, les petites princesses qu'on envoie pour devenir reine de France séduisent complètement la cour de France. Mais alors on pourrait établir une autre règle, qui est que les princesses françaises qu'on envoie en Espagne ne séduisent généralement pas du tout la cour d'Espagne, puisque notre Louise ne sera pas la seule à avoir à être mal vue et maltraitée en Espagne. C'est difficile pour une princesse de France de devenir infante d'Espagne. Je crois que c'était très dur parce que d'abord la cour est beaucoup plus stricte, le protocole est absolument asphyxiant. Une princesse peut jamais être seule une seconde. Il y a des duègnes. Voilà. Et non seulement il était interdit de montrer sa jambe, ça n'en parlant pas, il y a de quoi s'évanouir, mais même le bout du pied. Ah oui, et la princesse, fille du régent, elle va tellement aller loin dans la folie, parce qu'elle était aussi prise de boulimie, qu'elle va... Et aussi, elle avait des accès où elle frottait comme une folle, parce qu'elle était, à ce moment-là, ça savait pas du tout, les mouchoirs où elle nettoyait par terre, et elle s'expose nue, en chemise, aux fenêtres. Et il y a des lettres entre le fils et Philippe V qui sont vraiment bouleversantes, parce que ni l'un ni l'autre peuvent nommer ce qui se passe. Oui. Et je pense que une des tragédies et une des beautés du film aussi, je souligne ça, parce que ça paraît, c'est un exploit, c'est la manière dont les enfants disent des répliques écrites et dans un langage ancien et compliqué. Et je le souligne parce qu'ils font tellement bien que personne ne remarque que c'est des phrases incroyables de syntaxe. C'est vrai, oui, mais on parlait très bien, très jeune à l'époque. Hein. Oui. On se rappelle les petits compliments que faisait le duc du Maine alors qu'il a 6 ou 7 ans à son père dans des vers merveilleux, etc. La suite donne quoi, si je puis dire? Que deviennent-elles respectivement nos deux princesses? D'abord, la petite infante d'Espagne rendue à ses parents, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, ils sont très gracieux, ses parents, et ils la reçoivent de l'autre côté de la frontière, à l'endroit même d'où elle était partie, oui. Lerma. Comme si on renouait. Oui, il lui font à nouveau des feux d'artifice, des balais, et il la ramène à Madrid. En réalité, la situation est terrible, parce que le roi, vous l'avez dit tout à l'heure, est tombé dans une neurasthénie extrême. Pire en pire, oui. Et donc, Farnèse, qui était une fine politique, prend toute la cour et la transporte en Andalousie pour un peu voiler l'horreur de la situation. Et la petite fille suit. Mais ça, je vais me renseigner plus pour vous dire exactement ce qui se passe. En tous les cas, à l'issue de ça, il y a un double échange sur la frontière du Portugal, cette fois. Et c'est Marianne Victoire qui va épouser le prince du Brésil, futur roi du Portugal, et la sœur de celui-ci qui va épouser un des frères de Marianne Victoire. Encore un échange de princesses, d'une certaine manière. Et la voilà partie... Et c'est reparti. C'est sa destinée, on dirait. Et cette fois, elle sera pas vraiment heureuse parce que le prince du Brésil ou le roi d'Espagne, le roi du Portugal est extrêmement infidèle, d'une manière éhontée et pas très délicate. Mais elle sera très reconnue par le peuple et elle traversera le célèbre tremblement de terre de Lisbonne. Elle est là à ce moment-là. Voilà, c'est passionnant quand même. Oui. Et elle sera régente. Et que devient Louise-Élisabeth de son côté? Alors là, je peux pas vous dire grand-chose parce qu'il y a quasiment aucune trace. Ce qu'on sait, c'est que elle a plus le soutien de son père puisqu'il est mort. Son frère ne s'y intéresse pas une seconde. Incroyable. Donc, elle est totalement isolée et certainement, on lui verse une pension et elle fait comme toutes les femmes seules de très bonne famille. Elle est dans un couvent. Après avoir été reine d'Espagne. Elle est reine d'Espagne. Elle est reine d'Espagne. Elle est toujours reine d'Espagne, d'ailleurs. Elle a 14 ans. Elle revient en France, reine d'Espagne. Elle a 14 ans. C'est fou. C'est des histoires aussi. Si c'est extraordinaire, c'est que c'est des histoires, c'est des existences qui commencent comme des miniatures et qui se jouent sur des temps très brefs. Et oui, très brefs, avec des conséquences qui, elles, sont incalculables. C'est ça que je trouve excitant aussi dans tout ça. Merci beaucoup Chantal Thomas. Votre ouvrage L'échange des princesses est réédité dans la collection des grands romans chez Point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons dans un instant aller visiter le jardin de l'infante, justement. Quelle infante? Bien la nôtre, évidemment Marianne Victoire. TikTok Choc de François Couperin, paru en 1722.
l'année de ce fameux échange des princesses dont on vient de vous parler et dont on parle depuis 14h sur Europe 1. Il est temps maintenant d'aller visiter pour accueillir de Lorena très Martin. jolies notes pour aller visiter le jardin de l'Infante au Louvre avec Lorena Martin. Alors racontez-nous, mais alors là, de quoi s'agit-il, Lorena, jardin de l'Infante? Ce jardin doit bien sûr son nom donc à la fiancée espagnole éphémère de Louis XV dont vous venez de parler, Marianne Victoire de Bourbon. Il rappelle le séjour de cette princesse qui logea au Louvre de 1722 à 1725, là où on avait l'habitude de loger les reines. Et comme il fallait améliorer... Alors on lui a fait un jardin, en fait. On lui a fait un jardin parce qu'il fallait bien sûr, donc comme vous l'avez dit, améliorer ses relations diplomatiques avec l'Espagne. On lui a déroulé le tapis rouge et on a pris la peine d'aménager un jardin extraordinaire en très peu de temps. On a fait appel au grand architecte de l'époque, Robert de Cotte, et il a créé un jardin assez fantaisiste avec un parterre de broderie, des petits cabinets cachés, un bassin rond avec des poissons. On sait que l'Infante y jouait beaucoup. C'était son petit royaume. Il y avait aussi des sculptures, notamment les nymphes de Diane, qui étaient très élégantes, et elles ont été retirées après le départ de l'Infante. Elles sont très recherchées aujourd'hui. Il y en a qui font partie de collections privées. Et le Louvre en possède énormément de nymphes. Oui. Et le Louvre en possède aussi. Elles sont exposées dans la cour Marly que l'on peut voir aujourd'hui. Donc ça faisait en quelque sorte une petite collection. On adorerait voir tout ça réuni pour une exposition. La nymphe à la colombe, etc. Alors, citez-le-nous un peu ce jardin. Alors, il est situé à l'est du domaine, entre le Louvre et la Seine, en face du pont des Arts. C'est le long de la cour Carrée, côté Seine. Et on y accède soit par la cour Carrée, soit par les quais. C'est un petit jardin d'un peu moins de 4000 mètres carrés. Et il avait été aménagé au début du XVIIe siècle pour Marie. Au départ, c'était déjà un jardin, d'accord. Oui, exactement. Il a été réaménagé. Pour être tout à fait honnête, il ne correspond en rien à ce qu'il était à l'époque de l'échange des princesses. Il a vraiment beaucoup changé. Il a été notamment modifié par l'architecte Félix Duban sous la Deuxième République et Second Empire. Il avait ajouté une exèdre, des bancs, des tapis de gazon, des rosiers. Duban, c'est le grand homme du néo-gothique. Exactement, mais il n'avait vraiment pas pu faire tout ce qu'il voulait, empêché un petit peu par Napoléon III qui voulait uniformiser tous ses jardins. Et aujourd'hui, il est vraiment très simplifié. Il y a des projets d'ailleurs de restauration. Il reste assez élégant avec des statues d'artistes, des vases ornés. À l'occasion du film, on pourrait imaginer de le reconstituer, ce jardin. Projets. Ah, c'est un projet. En fait, ils ont même en projet de peut-être l'ouvrir au public, parce qu'aujourd'hui, il est malheureusement pas accessible au public. On peut l'apercevoir depuis la galerie d'Apollon. Vous avez une magnifique vue sur le jardin de l'Infante en surplomb. Vous pouvez aussi le voir à partir de la salle de la Vénus de Milo sur le côté gauche. Là, vous êtes, on le voit de plein pied si on se met un petit peu sur la pointe des pieds, et on le voit aussi bien sûr de l'extérieur. Et ils ont au projet peut-être de l'ouvrir, parce qu'aujourd'hui il est surtout ouvert. Il faudrait pouvoir descendre dedans, en fait. Voilà, et en fait ils l'ont ouvert régulièrement avec des visites, notamment avec Emmanuelle Errand, qui est la conservatrice en chef des collections des jardins du Louvre. Il ouvre régulièrement pour les journées du patrimoine. Donc des projets de restauration. Et puis on pourrait peut-être imaginer que ce jardin de l'Infante porte le nom de son infante, n'est-ce pas, Chantal Thomas? Je vois bouillir là. Mais oui, ça m'est intolérable. À chaque fois que je passe devant, je vois jardin de l'Infante, comme si... Il faudrait dire de l'Infante Marianne Victoire. L'Infante reine Marianne Victoire. Voilà. C'était son titre. Écoutez ça, le message est adressé à la conservation du Louvre. Rappelez, renommez s'il vous plaît déjà le jardin de l'Infante. Jardin de l'Infante reine Marianne Victoire. Voilà. Ce sera un peu plus long à dire, mais au moins on saura de quelle infante il est question. Il y a un petit conseil, elle est surtout entre mars et septembre, parce qu'ils ont l'habitude pour les fleurissements. Et ils ont l'habitude maintenant de faire des fleurissements originaux liés au thème des expositions du Louvre. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Chaque jour en fin d'émission, Franck Ferrand, vous nous proposez de plonger au cœur des origines d'une expression, d'une tradition, d'un mot, d'une invention. Et aujourd'hui, vu qu'on a parlé d'un double mariage raté, nous allons plonger au cœur des origines du baiser. Alors là, autant vous dire que les origines du baiser, c'est autant remonter c'est même plus la préhistoire, là, c'est l'origine du monde. C'est l'origine du monde. Moi, je pense que on s'embrasse depuis que le monde est monde. Bah oui, que l'être humain existe.
Bon, alors, c'est très difficile d'aller chercher des origines comme ça. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est vous parler des traces, des premières traces. Ah. Alors ça, oui, incontestablement, si l'on remonte par exemple dans un très vieux texte de la religion hindoue qui date de 15 siècles avant notre ère, on trouve déjà des traces du baiser. Il y a tout un traité du baiser sur l'art d'embrasser, bien sûr, dans le Kama Sutra, et j'ai besoin de vous le dire. Sûr. Ça, c'est le 3e siècle après notre ère, à peu près. Il y a pas mal d'occurrences de baiser dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Il est question de baiser... quand je dis de baiser, il est question du baiser. Oui, sur la bouche. Voilà, sur la bouche. Dans un certain nombre de grands mythes de la Grèce antique, etc., etc. Et alors, dans l'art, ça, on s'est amusé à rechercher des baisers célèbres. Ah. Alors, comme par hasard, la plupart apparaissent quand même relativement tard. C'est vrai que vous avez dans le très célèbre tableau de Giotto, la rencontre de Joachim et Anne à la porte dorée, il y a cette espèce de baiser, mais c'est une accolade plutôt. Le baiser amoureux, l'un des plus anciens que je connaisse et un des plus spectaculaires aussi, il faut le dire, ce serait celui d'Hercule et Omphale, peint par François Boucher dans les années 1730. Alors après, pendant tout le XVIIIe siècle, pensez bien qu'un Fragonard, par exemple, va se faire un plaisir de représenter des baisers. Pensez au grand statuaire également, au grand sculpteur Canova, qui fait ce merveilleux Psyché ranimé par le baiser de l'amour. Ça date à peu près de l'époque de la Révolution, on est dans les années 1790. C'est une des plus belles statues qu'on puisse voir et ça tombe bien, elle est au Louvre, donc il est assez facile de la voir. Et puis alors après, au 19e siècle, alors là j'allais dire, n'en jetez plus, notamment vers la fin du 19e